remercie à tous de votre attention et de votre présence. On est nombreux cet après-midi. Et Rémi, je te repasse la parole. Ok, super. C'est parti, je vais vous partager mon écran. Je vais vous faire une petite introduction sur ce qu'est France Tiers-Lieu et ce qu'on entend nous par tiers-lieu. Ce sera peut-être un peu plus théorique, mais ensuite, je laisserai rapidement la parole à deux porteurs de tiers-lieux qui concrétiseront un peu mes propos et pourront vous en dire plus sur comment, enfin deux ou même trois en fait, comment fonctionne leur tiers-lieu. Et donc voilà, je vais commencer. Vous me dites si ça fonctionne. Là, je ne vois plus rien, donc ça m'inquiète un peu. Vous voyez mon écran? On te voit, Rémi. Oui, ça fonctionne, marche. Rémi. Oui. Vous me voyez moi? Non? Tant mieux. Ok. Donc l'objectif de la table ronde d'aujourd'hui, c'est de vous parler des tiers-lieux, de ce que c'est. Et donc pour commencer, je vais me présenter. Donc moi, je suis responsable du développement de France Tiers-Lieux. France Tiers-Lieux, c'est une association qui a été créée en 2019 pour accompagner le développement des tiers-lieux en France. Et moi, précédemment, en fait, je travaillais au Commissariat général à l'égalité des territoires, qui est donc, qui était un service du ministère de la Cohésion des territoires et qui est devenu aujourd'hui l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Et en fait, en 2018, le gouvernement, donc je viens de Normandie, qui était à l'époque chargé de la politique de la ville, qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture, donc à l'époque a confié une mission à Patrick Lévivets, qui est le président de la Fondation Travailler Autrement et qui est une personne qui a engagé sur les nouvelles, sur les nouvelles formes de travail, qui a mené beaucoup de travaux sur le portage salarial, le coworking, et donc qui avait déjà travaillé sur ces sujets. En fait, Julien de Normandie lui a confié une mission sur le coworking, sur comment en fait on développe le coworking en dehors des métropoles, en tout cas quel en est l'intérêt et s'il y a un intérêt à le développer, comment on fait. Donc c'est là qu'a démarré la mission coworking. Moi, depuis le CGET, j'accompagnais Patrick Lévivets dans cette mission. Et en fait, je ne vais pas m'étaler sur cette mission parce que ce n'est pas notre sujet, mais de cette mission coworking est né le programme national de soutien aux tiers-lieux, parce qu'en fait, très vite, quand on est sorti des grandes métropoles et des grandes aires urbaines, on s'est rendu compte que ce qu'on trouvait sur le terrain, ce n'était pas des espaces de coworking. Alors, bon, un espace de coworking, tout le monde voit à peu près, mais je reprécise, des espaces de travail partagés, hein. Donc, des bureaux partagés pour des personnes seules, indépendantes, des télétravailleurs ou même des entreprises qui souhaitent travailler en open space avec d'autres entreprises. En fait, quand on cherchait des espaces de coworking en dehors des métropoles, on découvrait des tiers-lieux, en fait, des lieux beaucoup plus hybrides, portés par des communautés d'acteurs, des entreprises, des associations, des collectifs de citoyens, qui portaient des lieux de travail partagés, mais qui dépassaient très largement la dimension coworking, en fait, qui étaient des lieux hybrides avec une partie coworking, donc espace de travail partagé avec des bureaux, une partie atelier de fabrication numérique avec une découpeuse laser, une imprimante 3D ouverte au public où les citoyens allaient pouvoir venir se former à l'utilisation de ces machines numériques, avec éventuellement une partie café associatif, une épicerie solidaire, de l'événementiel culturel, en fait, qui allait participer à recréer du dynamisme sur leur territoire. En fait, bien plus que des espaces de coworking, on a vu des lieux où des citoyens en fait, se mettaient ensemble pour répondre aux besoins du territoire. Et pour répondre à la fois à leurs besoins, je dirais, et aux besoins du territoire. Donc en fait, c'était des projets portés par des communautés de citoyens pour répondre à leurs besoins et pour créer du dynamisme là où il y en avait peut-être moins que dans les grandes métropoles, dans les grandes aires urbaines. En fait, c'était une dynamique qui était déjà existante et qui n'avait pas attendu l'État, qui n'avait pas attendu les collectivités territoriales pour exister et pour prendre de l'ampleur. Bon, je ne vais pas m'étaler, vous aurez les exemples tout à l'heure. Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte de l'intérêt de ces tiers-lieux, du fait qu'ils étaient un peu au cœur des transitions majeures aujourd'hui, je dirais. La transformation du travail, avec des formes d'accueil de télétravailleurs, des espaces ouverts, facilitant la coopération, la collaboration, qu'en fait, ces espaces de travail partagés permettaient à des indépendants, parfois seuls sur un territoire rural, de trouver des personnes avec qui travailler, avec qui collaborer, et donc de développer son chiffre d'affaires et de créer de nouvelles activités. Donc, en fait, c'était des lieux créateurs d'activités
économique sur le territoire. Mais pas seulement économique, parce qu'en fait, on voyait que c'était des lieux aussi d'apprentissage où un citoyen allait venir se former au numérique, à l'utilisation des machines de fabrication numérique, de machines Fab Lab, où en fait, par le partage, par la coopération, on allait favoriser l'échange d'expériences entre pairs. Et en fait, ce n'était pas forcément des lieux au départ pensés pour la formation, mais par la rencontre, ces lieux devenaient des espaces d'apprentissage en fait, entre pairs. Bon, c'était des lieux qui étaient très liés à l'émergence du numérique, que ce soit sur leur dimension coworking, avec des activités plutôt je dirais, liées au numérique, comme des développeurs, des designers, des personnes qui travaillaient sur de la communication graphique, du marketing digital, mais pas que. Aussi avec cette dimension Fab Lab qui est très liée au développement du numérique, des logiciels libres et des logiciels open source. Et en fait, c'était des lieux qui, par nature, étaient liés à une logique de circuit court et de relocalisation de la production. En fait, dans ces lieux, et je vais pas, là c'est un peu théorique, donc je ne vais pas m'étendre, on voyait émerger de nouveaux modes de fabrication, pas que liés au numérique, mais liés à la mutualisation de ressources et au fait qu'en fait, des citoyens décidaient de se réapproprier des outils, de mutualiser des outils de fabrication artisanaux ou artisanales et numériques pour produire sur leur territoire et pour remettre des outils de production sur leur territoire. Donc, partant de ce constat-là, et j'arrive pas à passer la page, j'y reviendrai peut-être. Partant de ce constat-là, en fait, on s'est aperçu que ce mouvement, il existait déjà. Il y avait en fait autour de 1800 tiers-lieux en France et déjà plus de 600 en dehors des métropoles. Et en fait, bien plus qu'un mouvement théorique et qu'une idée, les tiers-lieux, c'était une réalité qui s'était développée en France depuis plusieurs années, depuis près de 10 ans, et qui en fait prenait de l'ampleur depuis 2-3 ans. Donc il y avait un réel mouvement de création de tiers-lieux partout en France, où des communautés de citoyens s'organisaient pour créer leur espace de coworking, créer leur Fab Lab, leur café associatif, ou un mélange un peu de ces différentes dimensions. Et en fait, il y avait déjà eu pas mal de travaux sur ce sujet des tiers-lieux, démontrant un peu leur intérêt et leur émergence. Donc là, je vous ai mis un schéma pour vous montrer un peu la diversité de ce qu'on peut appeler tiers-lieux. Donc voilà, de manière assez caricaturale, d'habitude, je dis c'est des lieux qui vont de la zone à défendre, de la ZAD à l'espace de coworking parisien du type WeWork ou Morning Coworking, où on retrouve plutôt des travailleurs qui viennent chercher un espace de travail. Et entre tout ça, il y a une diversité d'espaces. Et moi, je parle souvent de formes d'incubateurs à projets citoyens, parce qu'en fait, c'est véritablement ça que sont les tiers-lieux. C'est des lieux où des citoyens vont pouvoir faire émerger des projets en fonction de leurs envies et des besoins de leur territoire. Et on a essayé, en fait, avec la mission coworking, d'identifier les éléments qui font tiers-lieux. On en a identifié autour de 5. Et peut-être avant, je trouve que cette définition de Movilab du tiers-lieu, elle est intéressante. Le tiers-lieu, c'est un bien commun, révélé, délimité, entretenu par et pour la communauté. Je trouve que cette définition, c'est vraiment potentiellement la plus intéressante, puisqu'elle pose aussi le lieu, pas comme une fin, mais plutôt comme un moyen. Et en fait, ça, c'est important quand on pense aussi une politique de soutien aux tiers-lieux, c'est que les tiers-lieux, ce n'est pas des espaces à déployer dans une logique d'aménagement du territoire, mais c'est vraiment avant tout des communautés qui portent des projets et qui s'unissent autour de valeurs, de visions, de projets, plutôt que des lieux en fait. Donc le lieu n'est que le réceptacle, l'amplificateur et la condition de développement de l'action collective de la communauté. Ça, je trouve que c'est assez essentiel. Et ça m'amène sur les 5 éléments qui font tiers-lieux. Les tiers-lieux, c'est avant tout des formes d'entrepreneuriat pour répondre aux besoins du territoire et des espaces d'expérimentation et de création. C'est des lieux hybrides où en fait on ne vient pas juste, développer des activités économiques ou juste être bénéficiaire d'une aide ou d'un soutien social ou juste se former au numérique. C'est des lieux qui réunissent ces différentes dimensions où on peut venir pour juste boire un café, juste se promener, juste visiter,
ou éventuellement travailler ou porter un projet avec son voisin ou apprendre à utiliser une imprimante 3D. Et enfin, les deux derniers points, je pense, c'est les points essentiels. C'est des lieux de vie, justement, qui n'ont pas été pensés juste pour fournir des services aux citoyens, mais pour créer de la vie, de la convivialité et faciliter, favoriser la rencontre. Et en fait, dans un tiers-lieu, et c'est le dernier point, on sort d'une posture de consommateur pour entrer dans une logique de contributeur à une dynamique. On est invité à faire évoluer la programmation du lieu, à y contribuer et à le faire vivre, en fait. On n'est pas bénéficiaire du tiers-lieu, mais vraiment partie prenante du tiers-lieu. Et quand je dis « on », c'est valable pour les citoyens, mais c'est aussi valable pour les entreprises, pour les associations, pour les collectivités territoriales. Et c'est là peut-être qu'est le principal changement apporté par les tiers-lieux, c'est que les tiers-lieux invitent aussi les acteurs publics à prendre part à leur projet et à être partie prenante d'une logique tiers-lieu, plutôt qu'à juste soutenir une dynamique et être dans une posture de financeur extérieur. Il y a vraiment cette volonté de faire avec dans les tiers-lieux. Voilà, j'ai déjà un peu dépassé mon temps, donc je voulais juste terminer là-dessus, sur le fait que, suite à cette mission, a été lancé en 2019 un programme national de soutien aux tiers-lieux. Et donc, il y a eu le lancement d'un programme interministériel qui s'appelle Nouveaux lieux, nouveaux liens, avec notamment un appel à manifestation d'intérêt de 45 millions d'euros pour soutenir 300 tiers-lieux structurants, qui sont des tiers-lieux potentiellement déjà existants, qui vont qu'on va accompagner à se développer pour à la fois changer d'échelle, développer leurs activités, mais aussi être en capacité d'accompagner l'essaimage de ce qu'ils ont réalisé, c'est-à-dire d'accompagner le développement d'autres tiers-lieux. Et ça, c'est essentiel dans la manière dont on a pensé le programme national de soutien aux tiers-lieux, c'est que c'est un programme qui vise à soutenir le développement de projets émergents et donc d'accompagner une dynamique portée par la société civile, je dirais plutôt, d'accompagner son essaimage et son développement, plutôt que de se dire on va déployer des tiers-lieux partout parce que c'est super. C'est plutôt comment on accompagne l'essaimage et comment on accompagne des projets émergents qu'on va aménager le territoire de manière à mettre des tiers-lieux partout. Parce que ce n'est pas comme ça que sont pensés les tiers-lieux. Donc c'est aussi pour ça qu'a été créée l'association France Tiers-Lieux, dans laquelle je travaille maintenant. En fait, l'association France Tiers-Lieux est au service du développement de l'ingénierie, c'est-à-dire des outils, de la formation, des formats d'accompagnement des projets de tiers-lieux. Et donc aujourd'hui, on a ce triptyque Conseil national des tiers-lieux qui fait remonter les besoins des tiers-lieux, qui représentent les tiers-lieux en France. Un programme d'État qui est là pour soutenir et accompagner le développement de ces tiers-lieux. Et une association qui est là pour accompagner le développement de l'écosystème des tiers-lieux, de favoriser la mutualisation entre tiers-lieux. Parce qu'en fait, dès le début, on a constaté que ces tiers-lieux s'étaient outillés eux-mêmes, en fait. Que les tiers-lieux se sont mis en réseau, ont développé de la documentation, des outils communs, pour accompagner le développement, je dirais, d'un mouvement des tiers-lieux en France. En fait, c'est vraiment ça aussi qui caractérise les tiers-lieux, c'est cette capacité à s'organiser entre eux pour s'outiller et pas attendre qu'on vienne soutenir les tiers-lieux. Donc aujourd'hui, France Tiers-Lieux est là pour accompagner ce mouvement-là, accompagner le développement des réseaux et une forme de professionnalisation de la filière, accompagner ceux qui ont créé les tiers-lieux, qu'on appelle facilitateurs de tiers-lieux, comment dire, obtenir une reconnaissance de leurs compétences, accompagner aussi d'autres personnes qui voudraient jouer ce rôle de facilitateur à monter en compétences et donc à développer les formations à ces métiers des tiers-lieux qui ont émergé. Voilà un peu où on en est aujourd'hui. Et c'est ce qui nous amène, peut-être, je voulais vous donner 2 exemples, mais je vais laisser la parole à mes compatriotes parce que je savais que je serais bien trop long. Mais voilà, c'était pour vous dire un peu ce qui avait amené au lancement d'un programme national de soutien aux tiers-lieux, pourquoi l'État aujourd'hui parle de ces projets, pourquoi on a créé France Tiers-Lieux et potentiellement ce qui nous amène à cette semaine, à ce parcours tiers-lieux qui est aussi lié à la rencontre avec des tiers-lieux dans des écoles, des tiers-lieux hors école qui créent des liens avec les écoles. Et là, je laisserai Maëlle et Christophe et Angélique vous en parler. L'intérêt, c'est qu'en fait, ces tiers-lieux, aujourd'hui, répondent vraiment aux enjeux des territoires. Et il y a un vrai, disons, il y a un vrai enjeu à accompagner leur développement et pas uniquement à accompagner l'émergence de lieux en fait, qui vont être des coquilles vides,
Mais c'est vraiment identifier les personnes qui aujourd'hui portent des démarches qui ressemblent à des tiers-lieux, d'où l'intérêt de s'intéresser aux enseignants et aux écoles, parce que dans ces écoles, il y a des gens qui portent ces dynamiques, et de voir comment on peut accompagner ces personnes-là dans le développement de leur projet. Donc, c'est en partie l'objectif de cette semaine. Voilà, j'espère que c'était clair, mais ce n'est pas sûr. Et puis, je vais laisser la parole à Maëlle, c'est ça? Je vais vous présenter Ping, qui est un tiers-lieu, plusieurs tiers-lieux même, à Nantes. Ah, non, on ne t'entend pas. On t'entend avec une voix de dessin animé. Oui. Peut-être, Christophe, si Clairement tu écran. veux prendre le Ouais. relais, et Non, Maëlle, si prend tu le peux voir relais. le... Puis... Ouais. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais prendre le relais et puis peut-être que je vais enchaîner les deux interventions en même temps. La première qui va être présentée tiers-lieu édu, puis la dynamique de tiers-lieu dans les écoles. Et puis après, je vais vous présenter un peu plus spécifiquement dans mon tiers-lieu, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est faire tiers-lieu dans un collège. Alors, je vais partager mon écran. Alors, c'était pour vous montrer que… Alors, première chose que je vais vous montrer déjà, c'est que vous montrer que l'association, ce n'est pas que moi, c'est plein d'autres personnes. Donc, en fait, on est une trentaine à peu près. Donc là, j'ai mis un peu les noms. Et ce qu'on voit au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout vous montrer que en fait, c'est dans plusieurs académies, même dans beaucoup d'académies. On a l'académie, donc la mienne à Créteil, mais il y a aussi l'académie de Rennes, l'académie de Corse, l'académie de Clermont, Metz, Nancy, Versailles, etc., etc. Et c'est pour vous montrer qu'au final, aujourd'hui, la dynamique tiers-lieu dans les écoles existe et en plus existe dans plusieurs académies. Avant de nous présenter de la sauce, c'est pour vous présenter un petit peu pourquoi la sauce est née et surtout la sauce en fait elle est née avant tout de la notion de Fab Lab. Alors il vous en a déjà parlé, mais je vais un peu vous la remettre. Donc en fait un Fab Lab, on est d'accord que c'est la mise à disposition d'outils numériques notamment et puis des machines-outils pilotées par ordinateur pour la conception et la réalisation d'objets. Et en éducation, on va développer la culture qu'on appelle la culture des STEAM. Donc STEAM pour définition, sciences, techniques, ingénierie, arts et mathématiques. À travers ces Fab Labs, on s'est réunis à plusieurs donc à avoir fait ces Fab Labs. Et puis quand on a voulu monter l'association, au final, ce qui nous a paru le plus essentiel, c'est pas forcément ce qu'on fait dans un Fab Lab, mais plutôt dans ce qu'on va y développer. Et en fait, il y a Antoine Duré, donc qui est un chercheur des tiers-lieux, qui dit qu'un tiers-lieu, c'est un lieu pour concevoir et administrer un bien commun. Et donc, au final, ce qui se passe, au final, dans cette définition, s'y retrouve beaucoup plus. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus parlant de dire qu'on se retrouve beaucoup plus dans la question de un lieu. Il est là pour concevoir, donc on conçoit des choses. On administre avec des élèves, avec des enseignants, avec d'autres personnes, et on fait tous des choses pour un bien commun. Et donc, en fait, voilà pourquoi l'association s'appelle Tiers-Lieu Édu et pas forcément Fab Lab Édu, parce qu'au final, on s'est retrouvé quand même à la montée avec la question vraiment de Maker et Fab Lab. Nos valeurs communes dans l'association, elles sont sur 3 axes. La première, tous les tiers-lieux de l'association veulent ouvrir l'école sur l'extérieur. Donc, que ce soit les associations, les collectivités, les citoyens, les entreprises. Et on veut essayer d'avoir, en tout cas, on cherche des projets pour avoir un impact social sur la vie du territoire. Notre lieu aussi, les lieux de tiers-lieux édu sont là vraiment pour mener des projets collaboratifs. Donc des projets collaboratifs en termes d'interdisciplinaire ou aussi d'interniveau, c'est-à-dire que c'est un lieu où vraiment on se rencontre tous, que ce soit le niveau 6e et 3e, et c'est vraiment un espace, un des rares espaces où en fait des élèves d'âge différents peuvent vraiment mener ensemble des projets. Et puis, une des bases sur lesquelles on était tous d'accord sur ces tiers-lieux éducation, c'est qu'on veut produire de la documentation dans la perspective d'alimenter des communs de la connaissance et donc au final de faire des communs pour pouvoir faire de la documentation et faire en sorte que tout le monde puisse rentrer à l'intérieur de ce tiers-lieu et
apprendre des autres, donc avec l'apprentissage pair à pair. Et ensuite, quand on s'est mis en association, on avait des besoins communs. On a vu tout de suite ensemble qu'on avait des besoins communs. Le premier, c'est qu'on avait tous des expériences et en fait, tous, on voulait les partager. On a voulu les partager pour avoir une partage de connaissances, partager ce qu'on sait faire et savoir aussi nos savoir-faire, les savoirs machines, les savoirs outils. Et donc, on voulait faire bénéficier autour d'une communauté qui était beaucoup plus large que la nôtre. La deuxième chose qu'on voulait faire, c'est on voulait avoir des outils mutualisés. On voulait avoir des ressources en ligne et on voulait avoir des temps de rencontre. Et puis, on voulait aussi ensemble appuyer un temps de structuration, voir comment juridiquement on fait rentrer du monde dans un établissement scolaire. Ça, c'est une des questions qu'on nous pose souvent. On voulait voir un petit peu comment financer ces structures, comment animer ces structures et comment trouver une gouvernance partagée dans ces structures. De ce principe, on a créé donc l'association Tiers-Lieux Édu et à partir de là, on a aujourd'hui plusieurs outils. Le premier outil, et pas des moindres, c'est qu'on a un forum et un forum qui peut se transformer à l'intérieur en wiki. Aujourd'hui, on est à plus de 350 membres, on est à plus de 1500 posts faits depuis 2 ans et aujourd'hui, c'est un de nos modes de discussion, de rencontre, de présentation et de culture de la connaissance et de la documentation. Deuxièmement, à partir du forum, on en fait une cartographie. Aujourd'hui, on a à peu près une 80aine de lieux cartographiés et ça permet de faciliter un petit peu la rencontre entre ces lieux qui se définissent comme des tiers-lieux de l'éducation. Alors, on est bien d'accord, on n'est pas seulement des professeurs. Il y a aussi énormément de gens qui rentrent dans l'association, mais qui sont des tiers-lieux hors éducation, mais qui travaillent avec l'éducation. Et on porte aussi ce sujet-là. Deuxième chose, on essaye de mettre en place des outils de reconnaissance comme les open badges, où on essaye de créer des open badges et de pouvoir partager la connaissance de l'open badge à travers notre réseau. Et puis de l'autre côté, on met des outils de documentation en place, comme par exemple l'outil Doudoc, qui est donc on a une instance d'outil Doudoc. Doudoc, c'est un logiciel qui va nous permettre de documenter tout ce qu'on fait dans nos tiers-lieux. Et puis là, on est en train de lancer une plateforme avec cet outil Doudoc qui va s'appeler, donc dans le cadre de cette semaine, on est en train de faire une semaine qui s'appelle la semaine fabrique, je fabrique mes outils pédagogiques et une quinzaine de tiers-lieux plutôt à consonance Fab Lab accueillent des enseignants. Ils vont produire du matériel pédagogique pour leur classe et après, ils vont les documenter à l'intérieur d'une plateforme qui est faite par Doudoc et donc qui s'appelle fabriqueedu.doudoc.org. Bon, je vous mettrai le lien, c'est vrai que je ne l'ai pas mis. Et puis, dernièrement, on met en place des actions. Donc, les actions qu'on met en place, par exemple, c'est des rencontres contributives où aujourd'hui, depuis l'association a 2 ans, on est presque à 3 ans. Et donc, depuis 3 ans, on a déjà fait une 6 ou 7 rencontres contributives. Donc, on documente sur le forum. Donc là, voici une copie du forum. Et donc, on va documenter ces rencontres où on va parler d'une thématique en rapport avec le tiers-lieu et en rapport avec l'éducation. Donc, par exemple, fracture numérique et ruralité, l'inclusion, les CDI et les bibliothèques et une autre qui était de la salle de classe au tiers-lieu. Voilà les thématiques sur lesquelles on met. On se met une journée. Alors, bien sûr, vous imaginez, depuis 1 an, c'est plus trop d'actualité parce que, alors, on va essayer, on imagine ici un peu en faire une rencontre bientôt numérique, mais en tout cas, on aime bien avoir les rencontres réelles et puis des rencontres surtout dans des territoires différents. La prochaine, par exemple, on espère, sera à Nantes, à Rézé, pour l'accueil de 4 femmes managers africains avec qui on est en collaboration. Donc, on est en partenariat avec une autre association qui s'appelle le REFAO, donc le réseau des Fab Labs de l'Afrique de l'Ouest. Et avec eux, pareil, on aimerait bien évoquer tout ce qui va être les questions de l'inclusion numérique et en faire une nouvelle rencontre contributive. Voilà, donc voilà un petit peu la démarche de l'association et voilà un peu nos cadres d'association. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, maintenant, j'ai un tiers-lieu. Donc, Simel, elle veut reprendre la parole qu'elle peut. Soit, Maëlle, tu peux reprendre la parole, soit tu veux Est-ce que que je vous continue. m'entendez? Très Si bien. le souci technique est résolu. Eh bien, écoute, ce qu'on va faire, je te laisse la parole, je te laisse présenter ton lieu, et puis après, Ouais. moi, je présente le mien. Ça marche, on fait comme ça.
Alors, je vais essayer de partager mon écran aussi. Deuxième challenge technique. Hop. Je remercie Alexandre Benassar, qui est aussi de Tiers-Lieux Édu, qui répond aux questions sur le chat. Merci, Okay, Alexandre. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran avec un site, le site de Ping? Oui. Ouais, ok, super. Bon, c'est parti. Après après ce qu'ont dit Rémi et Christophe, c'est vrai que ce que je vais faire assez rapidement, peut-être pour qu'après on puisse enchaîner aussi sur le fond et le lien avec les écoles et ce qui peut se passer avec des tiers-lieux comme les nôtres ou d'autres. Donc, je vais vous présenter rapidement qui on est, nous, Ping, qui je suis, et puis nos lieux. Donc, Ping, nous, on est une asso d'éducation populaire. On existe depuis 2004, donc on a 16 ans déjà, on est en pleine adolescence. Et donc on est basé à Nantes et on travaille sur l'appropriation des technologies du numérique. On est au carrefour de plein de domaines, de plein de réseaux, et on a différents modes d'action que je ne vais pas détailler vraiment là aujourd'hui pour rester concentré sur la question des tiers-lieux et de l'apprentissage et le lien avec les écoles. Mais donc parmi nos missions et nos activités, on anime 2 tiers-lieux. Le premier s'appelle l'atelier partagé du Braille. L'atelier partagé, c'est un mix entre ce qu'on appelle un Fab Lab, un lieu où il y a des outils, des machines et des gens qui viennent bricoler des trucs. Et puis, c'est un mix, ouais, l'atelier partagé avec un jardin partagé aussi, puisqu'on est basé donc, dans un quartier populaire de Nantes qui s'appelle le Breil, et où les habitantes, les habitants n'ont pas forcément d'espace pour bricoler et ni d'accès à des outils, des machines, et puis pas forcément non plus les connaissances ou les savoir-faire pour relever des défis du quotidien comme réparer son grille-pain quand il tombe en panne ou apprendre à utiliser son ordinateur ou à le dépanner. Etc. Enfin, voilà, plein de petites choses comme ça. Donc, l'atelier partagé, c'est vraiment un lieu de vie et de proximité où on peut, en temps normaux, se rassembler, venir, comme le disait Rémi, boire un café, apprendre des trucs, partager, passer un bon moment, réparer des objets et puis utiliser des outils, des machines qui sont mises à disposition pour pouvoir mener soit des projets qui sont vraiment personnels ou des projets communs. Donc voilà pour vraiment le cadre très général de l'atelier partagé. On a un deuxième lieu qui, du coup, lui, est ce qu'on appelle vraiment plutôt un Fab Lab. Donc là, c'est un lieu qui est sur l'île de Nantes. Et le Fab Lab, lui, donc c'est un lieu qui fait à peu près 300 mètres carrés, qui est un vieux hangar et qu'on a investi en 2013 comme une expérimentation en lien avec des écoles et des établissements d'enseignement supérieur pour mutualiser des ressources, des outils, des machines et questionner aussi les pratiques pédagogiques qu'on pouvait mettre en œuvre avec ces outils et ces machines. Donc dans cet espace-là, un peu comme à l'atelier partagé, il y a, quand je parle d'outils et de machines, je parle de machines à coudre, d'imprimantes 3D, d'outils de bricolage, de découpe laser et puis d'un certain nombre de ressources documentaires ou techniques. Et l'idée, c'est que tout le monde est là ou le bienvenu pour passer la porte de ces lieux-là et puis y construire des projets, venir y développer des connaissances, des savoir-faire, partager les siens. Et donc, on accueille des personnes de, j'allais dire, 7 à 77 ans, mais c'est peut-être un petit peu plus large, peut-être pas en dessous de 7 ans, parce que les outils et les machines sont un petit peu dangereuses parfois.
Mais c'est vrai qu'il y a une spécificité, je pense, dans nos lieux qui est celle de l'intergénérationnalité. Et j'ai déjà eu la chance, par exemple, de voir des personnes retraitées à côté de jeunes ados, tous les deux passionnés d'électronique, se passer des astuces, des savoir-faire, s'apprendre des trucs et monter des projets ensemble. Donc voilà très rapidement sur nos deux espaces. J'y reviendrai peut-être plus en détail sur la deuxième partie, le lien avec les écoles. Et du coup, je repasse la parole à Christophe, Rémi ou Angélique. Ok, eh bien, merci. Alors moi, je vais reprendre la parole. Pour cette fois-ci, vous présenter mon lieu. Parce que là, on a défini un petit peu qu'est-ce qu'on entendait par la notion de tiers-lieu. Christophe, ce que je te propose, de prendre de premières questions à ce stade, si vous en avez, pour pas qu'on Sûrement, ouais, tu as raison. les présentations des lieux, spécifiquement, et de bien avec les écoles qui ont pu être faites. Ou est-ce que tout est clair? Il y avait quelques questions dans le chat, mais il y a déjà un certain nombre de réponses qui ont été apportées. Peut-être sur la question du référencement des tiers-lieux, si Rémi, tu peux en dire un tout petit mot. Comment on fait pour être référencé? Est-ce qu'il y a des critères pour définir ce qu'est un tiers-lieu ou pas, notamment par exemple par rapport aux EPN ou aux MJC ou aux centres sociaux ou aux établissements médico-sociaux ou socio-éducatifs? Très bien. Effectivement, alors il y a plusieurs niveaux de réponse. Vous pouvez vous référencer comme tiers-lieu sur la cartographie de tiers-lieu. Enfin, il y a plusieurs cartographies. Nous, France Tiers-Lieu, on a réalisé un recensement des tiers-lieux l'été dernier. On travaille là sur l'analyse des données. On va publier la cartographie. On a un peu de retard pour ceux qui suivent ce sujet et on s'en excuse. Mais on va publier la cartographie d'ici peu de temps, à la fois interactive et à la fois quand on va publier le rapport de France Tiers-Lieu version qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans. Et donc, vous pouvez vous référencer en tant que tiers-lieu. Une fois qu'on aura publié la cartographie, ce sera un référencement libre. Ça veut dire qu'on ne préempte pas le sujet des tiers-lieux. On n'est pas là pour dire vous êtes tiers-lieu, vous n'êtes pas tiers-lieu. Il y a des critères qui définissent ce qu'est un tiers-lieu. Nous, c'est les critères que je vous ai présentés tout à l'heure. Après, c'est à chacun de voir s'il se représente comme un tiers-lieu, s'il se reconnaît dans cette dynamique-là de partage, de mutualisation, d'ouverture, et donc de s'inscrire sur cette cartographie-là. Après, par ailleurs, vous pouvez aussi vous recenser, si vous êtes dans un établissement scolaire plus spécifiquement, sur le forum tiers-lieu édu, qui a une petite cartographie des tiers-lieux. Donc voilà, il y a différents moyens de se référencer et il n'y a pas d'exclusion. On ferme la porte à personne. Alors moi, je vais prendre une autre question. Alors pour dire aussi que nous, on ne ferme pas la porte forcément à que établissement scolaire. C'est-à-dire que si vous êtes un tiers-lieu et vous considérez que la question de l'éducation vous paraît être au cœur de vos préoccupations, je pense que c'est aussi, vous faites partie vous pouvez faire partie en tout cas de cette dynamique. Je pense que Angélique pourra vous en parler un peu plus en détail, mais voilà, on n'a pas uniquement, nous, on prône pas, ou en tout cas, on ne veut pas prôner uniquement le tiers-lieu dans l'éducation, dans l'établissement scolaire et avec l'éducation nationale. On est très éducation populaire et je pense qu'on ne veut pas fermer uniquement à l'éducation nationale, même si aujourd'hui, moi, je représente un peu, je suis prof, hein, j'ai oublié de me présenter, mais je suis prof dans un collège à Louise Michel à Clichy-sous-Bois et je suis aussi formateur numérique à la DAN. Moi, je voyais quelle est la vision de l'établissement, quelle est la vision des établissements scolaires par rapport au tiers-lieu. Bah, aujourd'hui, elle est plutôt bonne dans le sens où il y a eu des préconisations qui sont de plus en plus faites. Par exemple, dernièrement, il y a eu les états généraux du numérique et dans les états généraux du numérique, il y a eu des propositions. Et dans les 40 propositions, bah, une qui a été centrale autour des 3 axes, ça a été mettre en place des tiers-lieux ouverts dans les établissements scolaires. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un objectif, en tout cas, de l'éducation nationale et c'est un objectif qui est maintenant de plus en plus compris
et qui va être de plus en plus travaillé parce que, par exemple, demain, on a 2 personnes, donc demain à la deuxième visio, on a 2 personnes du ministère qui vont être là pour dire, eux, quelle est leur vision du tiers-lieu et qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont déjà plus ou moins mis en place et sur quoi ils voudront travailler par la suite. Donc voilà un peu notre réponse de comment voilà, les établissements scolaires ont leur vision par rapport à ce tiers-lieu. Et puis, le reste des questions sur la gouvernance, par exemple, ou sur une autre question, je vais la présenter pendant ma présentation. Donc, je pense que je vais enchaîner sur ma présentation et comme ça, je vais pouvoir le présenter. Très bien. Ouais, donc je vais aller sur ma présentation. Comme ça, je vais pouvoir vraiment vous présenter maintenant mon lieu. Qu'est-ce que je fais dans mon lieu? Donc, alors, je vais présenter mon écran. Hop, je vais partager mon écran. Je vais prendre la présentation. Alors, bien sûr, tac. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Zoom, je ne suis pas vraiment fan, comme outil. Alors, mon Fab Lab. Donc, mon Fab Lab, je l'appelle tout simplement le Fab Lab LM pour Louise Michel. Ce qui s'y passe dans mon lieu, en fait, est résumé avec ce petit graphique où, en fait, au début, des élèves viennent et on va avec eux identifier un besoin. Donc, que ce soit un besoin personnel, que ce soit un besoin d'une personne sur le territoire ou que ce soit un besoin d'un professeur. En tout cas, il y a un besoin à identifier. Une fois qu'on a identifié ce besoin, on va le prototyper et donc on va le prototyper avec les machines disponibles dans le Fab Lab, donc de l'électronique, des imprimantes 3D, des découpeuses vinyles, des découpeuses laser. En tout cas, avec ces outils, on va essayer de prototyper quelque chose. Une fois qu'on a prototypé, on va essayer de le documenter. On va essayer de faire en sorte que ce qu'on a prototypé, on va le documenter pour que d'autres après puissent profiter de cette connaissance, de cette culture et pouvoir le refaire. Et puis après, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de valoriser les personnes qui sont à l'intérieur de ce Fab Lab et puis on va essayer aussi de publier ce qu'ils font et publier vers l'extérieur. Donc là, dans la photo, là, je vous montre, donc c'est un peu une partie de mon lieu. On voit un retraité qui est en train, donc un retraité qui vient 2 heures par semaine dans le lieu et qui bosse avec 3 élèves de 3e sur un objet. De l'autre côté, on voit un professeur qui bosse avec des élèves. Et puis, sur la droite, on voit un élève de 3e qui apprend l'impression 3D avec des élèves qui sont en 6e. Et donc, on voit au final que toute la question de l'éducation est complètement rebasculée. C'est-à-dire que le professeur ne devient pas forcément un professeur, mais devient plus un facilitateur. On voit énormément que les élèves, en fait, ils collaborent ensemble de niveaux différents. Et donc, ils sont dans cette culture de rechercher ensemble, collaborer, coopérer, toutes ces compétences qu'on appelle les compétences du XXIe siècle aujourd'hui, qu'on devrait développer beaucoup plus à l'école. Le tiers-lieu, comme je vous ai dit, nous, on cherche d'avoir un impact sur le territoire. Donc, au final, moi, sur une année, par exemple, donc j'ai pris une année, là, c'est une année, je crois que c'est il y a 2 ans, l'année d'il y a 2 ans, on avait 6 professeurs qui venaient dans ce tiers-lieu. On avait 2 retraités qui venaient dans ce tiers-lieu. Ça nous a permis d'avoir 55 élèves sur 400 qui sont venus 2 séances minimum. Et puis, ça nous a permis d'avoir des liaisons CM2 6e avec des écoles. Au centre, vous avez la carte donc, de la Clichy-sous-Bois. Donc là, mon collège est ici. Donc, il est ici. Et en fait, vous voyez que ici, c'est toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler. Donc, en fait, soit j'ai travaillé avec des écoles, donc des écoles publiques, soit j'ai travaillé avec des associations, la maison du projet, des personnes de la mairie, des personnes du centre social, ou bien j'ai travaillé même avec des citoyens qui sont venus, donc des retraités, d'autres citoyens qui sont venus dans ce lieu. Et puis, en dehors, on a un impact sur le territoire, mais aussi on a un impact avec d'autres bénéficiaires où, par exemple, on a pu travailler dans cette année avec des écoles d'ingénieurs comme Submeca, l'école 42. On a pu travailler avec le CRI. On a pu travailler avec le conseil départemental, la DAN sur laquelle j'appartiens, et puis fédération. Alors, fédération, c'est ce que je voulais vous parler, c'est que je vais vous parler de qu'est-ce qu'on y fait. Avant tout, on y développe la créativité des élèves, on y développe d'autres choses, mais en tout cas, la créativité me paraît très important. Un exemple. Ces robots-là ont été faits dans le cadre d'un événement qu'on a développé avec une association qui s'appelle Fédération. Donc, Open Space Maker, c'est une association qui veut mettre en place les cadres nécessaires pour faire du spatial en étant maker, c'est-à-dire en étant
citoyen lambda, mais pas forcément quelqu'un d'ingénieur. Ils sont venus présenter leur association et en amont, 2 mois avant, j'ai dit à des élèves, leur dire, voilà, vous allez créer des robots qui vont aller sur Mars. Et donc, ces élèves ont été créatifs, ont essayé de créer les robots, de programmer les robots et ont réussi à faire 3 robots en Lego Mindstorm. Ensuite, pendant l'événement, ils les ont présentés. Donc, j'ai la petite photo un peu souvenir de ces élèves avec cet ingénieur. Donc, ça, c'est un ingénieur du SNES. Et l'ingénieur, en fait, donc, a vu la programmation, a compris ils lui ont expliqué la programmation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il est venu me voir et il m'a dit ah, c'est génial comme lieu, mais bon, ça doit faire venir que des élèves qui sont en réussite, des bons élèves. Et en fait, au final, non. Il y avait sur cette photo, il y en a 2 qui étaient, donc ils étaient en 6e et ils sont partis après en 4e SECPA. Il y en a 2 qui sont partis en SECPA. Donc en SECPA, c'est des élèves pour adapter, c'est des classes qui adaptent le niveau. En tout cas, quand ils sont de niveau trop faible, on peut les mettre dans ces classes pour faire en sorte qu'ils s'améliorent encore plus à effectif réduit. Et on a 2, 3, je crois qu'il y en a un sur une photo, il a été exclu de l'établissement en 3e pour des questions de comportement. Mais en tout cas, ils avaient une autre approche qui était complètement différente dans ce lab. Et aux yeux d'une personne qui était ingénieure, tout de suite, cette personne s'est dit, tiens, en fait, je pense que ces élèves-là sont des bons élèves. Et donc, au final, ça rebascule complètement le regard qu'on a auprès d'élèves et ça rebascule complètement le côté où quelles compétences en fait on veut développer avec nos élèves et quelles sont les compétences qu'on dit à nos élèves, vous êtes bons ou mauvais élèves. Voilà, les compétences scolaires sont autres et sont faites autrement. D'autres choses que je voulais vous montrer un petit peu, donc on a un objet, donc un des objets connectés là en bas à droite, donc c'est un objet connecté qu'on a fait avec des élèves. En haut à gauche, c'est un lion qu'on a imprimé en 3D et qu'on a peint avec des artistes. Donc, des élèves ont peint ce lion imprimé en 3D avec des artistes et après, on l'a mis dans un restaurant. Et puis, d'autres objets, des manettes, voilà. C'est aussi la possibilité de développer la créativité des professeurs. Ça, c'est important. Hein. On vous a parlé de cet événement, mais moi, je l'ai déjà fait dans mon établissement. Et en fait, tout ça, c'est du matériel qui a été fait par des professeurs de mon réseau, enfin du territoire, et qui sont venus faire leur propre matériel avec la possibilité, par exemple, d'avoir des solides 3D dans des boîtes et avoir 12 boîtes comme ça, faire un puzzle pour un escape game, avoir une carte topographique, etc., etc. Alors, c'est aussi la possibilité de donner des outils pour documenter, donc utiliser Dodoc. C'est la possibilité aussi d'avoir ces questions d'open badge. Donc, j'avais une question sur les open badge. L'open badge, c'est la possibilité de reconnaître par un badge qu'on appelle un badge numérique, c'est-à-dire un badge qui va permettre d'avoir des preuves à l'intérieur, enfin en tout cas d'avoir des données à l'intérieur. Et ces données-là, on peut savoir qui vous l'a émis, sous quels critères et quelles ont été les preuves pour lesquelles vous avez eu ce badge. Et en fait, le badge aujourd'hui est vraiment vu comme un outil pour reconnaître reconnaître. Alors moi, je le faisais reconnaître les compétences informelles, mais on peut reconnaître l'appartenance à une communauté, reconnaître la participation, etc., etc. Voilà, donc j'ai fini pour présenter un petit peu de qu'est-ce qu'on y faisait concrètement et voilà ce qu'on peut faire dans un établissement scolaire, mais vraiment ouvert sur le territoire. Merci Christophe. Je vous propose qu'on enchaîne avec Maëlle. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, en complément de ce que Christophe va dire, c'est super parce que du coup, ça donne plein de... Je n'ai pas eu le temps de préparer des photos et un diapo pour illustrer ce dont je vais vous parler. Mais du coup, c'est chouette parce que vous avez déjà quelques images de réalisation concrètes qui peuvent être réalisées dans nos types de lieux. Et du coup, en complément, je dis, nous qui sommes du coup des ateliers et des tiers-lieux dans le milieu associatif et on travaille avec des écoles, du coup, je vais avoir un point de vue un peu complémentaire et peut-être apporter, de mon point de vue, des types de formats et de coopération qu'on a pu mettre en place avec des écoles. Du coup, pour introduire ça, je voulais quand même en amont vous dire que c'est des coopérations qui peuvent prendre place à de multiples endroits et à de multiples échelles.
À titre d'exemple, nous, on a, avec Ping, collaboré directement des fois avec des élèves ou des étudiants qui sont venus dans nos lieux pour fabriquer des choses, réparer, suivre un cours, par exemple. On collabore aussi avec les enseignants, soit des enseignants ou des enseignantes qui viennent des fois à titre personnel en complément de leur temps de travail pour mener des projets ou préparer des interventions en lien avec leurs élèves, fabriquer leur matériel pédagogique ou venir voilà, apprendre à utiliser une imprimante 3D parce que j'en ai une qui est arrivée au collège et je ne sais pas quoi en faire. Et j'aimerais pouvoir voilà, m'en servir et savoir ce que je peux faire avec et quelles connaissances ou quelle approche critique je peux développer aussi avec mes élèves auprès de ça. Donc des fois des enseignants en direct qui viennent, eux, dans nos lieux. Des enseignants aussi avec qui on collabore, qui viennent réaliser ce qu'on appelle des workshops ou des ateliers au sein de nos lieux. Donc là, par exemple, on a chaque année un lycée, le lycée Livette, qui est sur Nantes, donc à proximité de nos lieux, qui vient avec les classes de STI pour fabriquer des choses. Et ça, disons que à la fois pour les enseignants, enfin les retours d'expérience que j'ai, c'est souvent sortir de la classe, aller dans un lieu extérieur, ça change aussi les rapports et les dynamiques de groupe et comment dire, pour partager les savoirs. Enfin, nous, dans nos lieux, c'est vrai que la configuration est tout à fait mobile. On peut tout changer au besoin. Il y a à la fois des élèves, des enseignants dans ce cadre-là, mais aussi des personnes, des particuliers qui viennent sur les mêmes temps. Donc, on est dans un cadre qui est un peu différent et qui peut être voilà, apporté, on va dire. Je vois notamment en début d'année, il y a des classes qui aimaient bien venir en début d'année pour favoriser la cohésion du groupe ou le fait de mettre en place une relation de confiance et de partage, de transmission aussi pair à pair entre les élèves et pas forcément dans une démarche descendante enseignant-élève. Donc voilà, donc c'est vrai que les enseignants des fois viennent seuls dans nos lieux, les enseignants viennent avec leur classe dans nos lieux, et puis on collabore aussi, enfin nous, ça nous arrive aussi de venir au sein des écoles pour faire des interventions pédagogiques sur des sujets sur lesquels on travaille par ailleurs, sur la culture libre, sur les enjeux du numérique, sur des aspects plus techniques. Et donc, la collaboration, elle se fait à la fois au sein de nos lieux, dans les écoles, et puis entre les deux, un petit peu partout sur le territoire aussi, en fonction des sujets. Et Christophe, à ce titre-là, évoquait les open badges et les outils de la reconnaissance ouverte. Ça fait partie, en effet, des sujets aussi pour nous qui sont des liens et des connexions entre le monde de l'enseignement formel, on va dire, et le monde de l'éducation populaire ou de l'apprentissage plus informel. Et c'est des outils, en tout cas, qui nous permettent de relier à différentes échelles nos pratiques et de permettre aux élèves, aux jeunes, aux enseignants, etc., de créer des passerelles entre ces lieux où on apprend, où on partage, où on se rencontre, etc. Les collaborations, elles se font aussi à l'échelle des établissements, vraiment des équipes pédagogiques au sens plus large, sur de la co-construction, par exemple, de projets. Là, bon, je vais citer un exemple qui est plutôt de l'enseignement supérieur, mais on travaille régulièrement avec l'école de design de Nantes Atlantique, et sur laquelle on a co-construit ensemble un module d'auto-formation autour de ce que c'est que le design solidaire et la culture libre. Et donc, c'était en appui d'un atelier, d'un temps de travail des étudiants au sein de notre lieu pour prototyper comment dire, des solutions permettant à des personnes en situation de handicap de faire de la musique et de se produire sur scène. Et donc, pendant une semaine, les étudiants sont venus
sont venus au sein de notre lieu pour prototyper des choses et échanger avec les personnes présentes. Et puis, en complément de ça, donc, on a construit ensemble, l'école de design et nous, un module en ligne pour voilà, compléter, on va dire, la partie présentielle, expérimentation, les mains dans le cambouis, avec aussi une partie plus théorique sur quels sont les principes du design, quels sont les principes de la culture libre, et avec l'idée aussi de mettre en relation des personnes, des étudiants, des enseignants, des personnes qui s'intéressent à ces sujets-là, des assos, des personnes concernées autour de ce sujet-là et faire avancer les choses et puis produire des communs quoi, sur ces sujets. Donc là, ça a été l'objet du coup enfin, ce module-là, on va dire, est la première brique aussi d'un espèce de lieu numérique pour apprendre ensemble, qui est un autre début de coopération et qu'on est en train de prototyper, donc une plateforme d'apprentissage sur Moodle. Donc Moodle qui est un logiciel LMS. Hein, et donc on a mis en place au sein de Ping, nous, un Moodle qui va nous permettre à la fois de pouvoir, en ces temps confinés, de pouvoir continuer aussi à produire des ressources pédagogiques pour permettre aussi aux personnes qui nous suivent et aux élèves et aux étudiants qui voudraient venir de pouvoir se former en autonomie. Et puis, c'est un espace aussi de co-création de contenu et de partage de contenu, à la fois, nous, dans notre espace, on va dire, plutôt d'éducation populaire et de l'école. Donc, les modules qui sont proposés là sur notre Moodle, ils sont accessibles à la fois aux étudiants, à la fois aux citoyens et à toute personne intéressée. Et la reconnaissance du coup des apprentissages qui sont réalisés sur ces outils-là sont communes aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on développe aussi des formes de reconnaissance commune entre l'école et l'association. Donc, par exemple, un membre adhérent de notre asso va pouvoir avoir une reconnaissance de la part d'une école sur un savoir-faire ou sur une compétence, et vice-versa. Et c'est des choses qu'on essaye de développer aussi plus largement avec tout un réseau de personnes et structures qui œuvrent dans le champ de l'éducation, et je pense notamment au champ de l'enseignement agricole, avec lequel on bosse aussi pas mal sur ces sujets-là, et avec lesquels on a aussi pu coopérer de façon très informelle aussi sur du troc. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue de professionnel dans le champ de l'éducation populaire, je mobilise au quotidien dans mes animations des outils, des méthodes, des ressources que je partage, et vice-versa. C'est-à-dire que, un exemple concret, pour reprendre l'exemple de Moodle, par exemple, au début de ce projet-là, nous, autant on connaissait le logiciel en tant que tel et le fait que c'était un logiciel libre, qu'on pouvait se l'approprier, mais son utilisation et pouvoir s'en servir pour construire des contenus pédagogiques, nous, on ne savait pas faire. On a fait un troc avec le référent numérique dans l'enseignement agricole de notre région, qui est venu nous former pendant un jour là-dessus, l'équipe de Ping. Et en échange de ce troc, nous, on va accueillir dans nos lieux et accompagner aussi tout un groupe d'enseignants qui travaillent du coup dans des lycées agricoles un petit peu partout en région Pays de la Loire pour leur permettre de découvrir les tiers-lieux et voir si ça résonne avec leurs pratiques et ce que ça donne peut-être envie de faire. Voilà, donc il y a vraiment plein de sujets. Le dernier que je voulais évoquer, qui est très lié aussi à l'actualité et qui est une nouvelle forme de coopération. En 30 secondes, par contre, Maëlle. Ouais, c'est vraiment en 30 secondes. C'est un projet qui peut-être parmi vous, vous aurez connaissance de ce type de dispositif, mais c'est un dispositif qui s'appelle la Cité éducative. Et donc, il y a là, en ce moment, moi, je suis très mobilisée, par exemple, avec des écoles primaires pour distribuer sur un quartier prioritaire 160 ordinateurs à des familles
et des élèves qui sont entre le CE2 et le CM2 pour pouvoir les équiper, qui puissent aussi voilà, suivre en cas de potentiel reconfinement ou quoi, les cours de façon plus sereine qu'au premier confinement. Donc on collabore à la fois là avec les équipes éducatives, la ville, le territoire, pour améliorer aussi la réussite éducative des élèves et intervenir avec nos savoir-faire sur le numérique en complément des enseignants. Donc, du coup, on va être en situation de co-animation et de coordination ensemble sur ce sujet-là. Voilà, voilà. Si vous avez des questions ou quoi, je suis toute oui. Merci. Il y en a une ou deux, on pourra y répondre par la suite. Et puis, je vais laisser la parole à Angélique Figari qui va prendre son autre casquette au-delà du Festival de l'Apprendre pour nous présenter la démarche de la Maison de l'Apprendre et peut-être nous dire pourquoi c'est un tiers-lieu et qu'est-ce qu'on y fait. Et peut-être comment c'est un tiers-lieu. Donc effectivement, l'association de la Maison de l'Apprendre est implantée sur le territoire lyonnais. C'est un projet qu'on développe depuis 2017. L'objectif pour nous, c'était de travailler sur le décloisonnement des acteurs, des structures qui participent au projet d'éducation, développement des compétences, relativement aussi à la transformation de la société, aux enjeux environnementaux, économiques, sociaux qu'il peut y avoir sur nos territoires, de voir comment les individus, quel que soit leur âge, peuvent avoir besoin d'apprendre, d'accéder à de la connaissance, la partager, comment mutualiser les compétences, les énergies et les ressources de l'ensemble des acteurs qui agissent sur le territoire pour être au plus près finalement de l'expérience d'apprentissage des individus, c'est-à-dire qu'on apprend à l'école, on apprend sur les temps périscolaires, au travers de l'éducation populaire évidemment, on apprend dans le monde professionnel et finalement tout au long de la vie. Et donc notre proposition, c'était de créer une dynamique de tiers-lieu entre tous ces acteurs qui agissent dans leur institution, dans leur structure, mais qui finalement ont un impact sur le territoire et un impact sur la population. Donc on s'est beaucoup intéressé à cette question de faire tiers-lieu dans cette idée de se réunir dans des espaces qui sont neutres, qui permettent aux enseignants de sortir de l'école, aux salariés des entreprises de rentrer peut-être dans les espaces éducatifs ou scolaires et donc de partager des thématiques qui sont communes à tous ces champs-là et de voir comment est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres dans les pratiques qu'on peut avoir, dans les cultures professionnelles de chacun et de faire en sorte que l'innovation sociale sur le territoire soit nourrie de toutes ces compétences, de toutes ces expertises et de ces expériences. Donc je dirais que la manière de la Maison de l'Apprendre de faire tiers-lieu, c'est de créer des espaces et des temps communs, d'ouvrir des questionnements qui rassemblent des acteurs qui agissent chacun de leur côté et à différents temps de la vie des enfants ou à différents âges pour la population. Et puis, c'est de documenter tout ça, de mettre finalement l'intelligence collective au service de l'innovation et de l'ancrer sur un territoire, d'imaginer comment les actions des différents acteurs s'inscrivent dans une continuité, dans une complémentarité qui fait que l'expérience de l'utilisateur ou du bénéficiaire, de l'apprenant, puisse être nourrie de toutes ces énergies et de toutes ces opportunités qui s'offrent à lui. On sait que les besoins des individus sont très différents et sur notre territoire, pour la métropole de Lyon, mais c'est vrai dans plein d'autres endroits en France, on a une diversité d'acteurs et d'actions qui parfois peut laisser penser à de la juxtaposition ou un millefeuille finalement d'actions ou d'offres sur le territoire. Et c'est cette articulation, c'est cette meilleure connaissance et reconnaissance des acteurs entre eux qui permet finalement de travailler sur de l'optimisation. Mettre à disposition la solution qui pourrait répondre spécifiquement aux besoins d'un individu ou d'un groupe d'individus au moment où le besoin se fait sentir. Donc travailler cette agilité dans l'offre finalement d'action éducative,
l'offre d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, un des événements, enfin, une de nos activités principales, c'est ces temps de rencontre entre acteurs de la communauté, de temps de travail aussi, de réflexion, voire de formation ensemble. Et le Festival de l'Apprendre, finalement, c'est un des événements récurrents qui favorise cela, venir rencontrer d'autres acteurs qui parlent de leurs pratiques, qui ont envie de partager ces pratiques. Quand on évoque notamment ce temps aujourd'hui, le digital, finalement, la crise sanitaire nous a invités à penser ce temps-là en distanciel, et c'est l'opportunité de s'ouvrir à un réseau national dont vous faites partie, et de se dire que vos expériences, vos initiatives aux quatre coins de la France peuvent venir nourrir l'idée, l'ambition d'autres acteurs, et de faire grandir et de faire accélérer ces nouvelles méthodes de coopération entre acteurs. Donc, le Festival de l'Apprendre cette année, c'est quand même une centaine de structures co-organisatrices qui se mobilisent, comme France Tiers-Lieux, comme Tiers-Lieux Édu, comme Ping ici, mais pour mettre à disposition du plus grand nombre des ressources qui ont été travaillées, des études qui ont été conduites, des expériences réalisées et évaluées pour sortir du sentiment parfois de refaire la roue et de perdre du temps, de l'énergie ou des moyens. Et peut-être de nous inviter à quelque chose que l'école ne nous a pas forcément appris, qui est de regarder ce que font les autres pour pouvoir s'en inspirer et être peut-être plus efficace, plus créatif, plus proche de la solution à apporter à un besoin qu'on identifie. Après, il y a toute une démarche aussi d'accompagnement de la coopération, parce que la culture du partenariat, que ce soit dans le champ de l'éducation, du travail social, de l'action socio-éducative, est quelque chose qui est très ancré dans nos pratiques. Mais passer du partenariat à la coopération en pensant la question de la création de communs, et notamment de communs pédagogiques, qui soient transférables finalement, que l'on soit dans le milieu associatif, institutionnel, que ça puisse venir nourrir aussi l'innovation publique. Je pense que c'est un enjeu majeur de notre époque. Et ça fait partie des choses qui s'apprennent, qu'on apprend d'ailleurs, enfin en tout cas qu'on invite auprès de ceux qui sont les plus jeunes. Mais je crois qu'il n'y a pas d'âge finalement pour travailler cette capacité à faire avec les autres, à construire ensemble, et à sortir des logiques de concurrence et de compétition pour aller vers plus effectivement de collaboration et de coopération. Donc, de manière très résumée, la Maison de l'Apprendre se positionne à cet endroit-là, nourrie par des dynamiques citoyennes, impulsée par l'envie de chercheurs, d'entrepreneurs sociaux au départ, mais aussi d'acteurs institutionnels, puisqu'aujourd'hui, sur ce projet et cette dynamique, que ce soit les services de l'Académie de Lyon, que ce soit la métropole de Lyon, la ville également de Lyon, on voit bien cette envie d'apprendre à tisser aussi des partenariats entre acteurs publics et acteurs privés. Et c'est certainement à cet endroit-là que l'innovation sociale pourra être un bel accélérateur d'expérimentation. Merci à tous. Je vous propose qu'on vous laisse la parole maintenant, puisque on a déjà pas mal parlé. J'espère que c'était clair. Visiblement non, donc je vais laisser la parole à Yves Chabert puisqu'il me l'a demandé pour quelques précisions. Yves, si vous êtes toujours là. Vous n'avez pas le micro, mais on vous voit. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, bon. Bonjour à tous. Je suis, juste pour me présenter rapidement, président d'une association qui est installée en milieu rural, qui s'appelle l'Atelier de Claret, qui est un tiers-lieu. J'ai entendu beaucoup de définitions tout à l'heure sur la notion de tiers-lieu qui ont été énoncées, avec lesquelles je ne suis pas forcément tout à fait en accord.
Donc un tiers-lieu rural qui est à la fois un espace de bureau partagé, coworking, qui est à la fois un Fab Lab et aussi un espace de formation. Il inclut le e-learning, la formation à distance, puisque l'idée est de se servir aussi du numérique pour pouvoir s'émanciper, on va dire, des distances géographiques et pas que ça. Voilà. Simplement, bon, ce qui m'intéresse et le fait que j'ai rejoint ce forum, cette conférence, c'est le volet éducation. J'entends beaucoup parler de notion de tiers-lieu, de fabrication. J'entends pas parler de destination. C'est-à-dire à quoi ça sert tout ça. Pour moi, est intégré dans le projet depuis l'origine. Il est né en 2017, mais il vient d'une expérience depuis 10 ans, depuis les années 2000 déjà. Alors, ça a été dit d'une autre manière, mais l'objectif, c'est créer des passerelles, j'ai entendu ce mot tout à l'heure, des passerelles pour les jeunes vers les métiers d'avenir, que je considère comme des métiers d'avenir, que ce soit bon ou mauvais, c'est comme ça. Les métiers liés au numérique. Pas seulement de fabriquer, pas seulement de collaborer, mais d'aider les jeunes à les ouvrir vers ces métiers qui sont ceux de demain. Et pour ça, il faut effectivement que cette notion de tiers-lieu qui a été abordée s'ouvre au-delà de l'école. C'est la difficulté. Là, j'entends parler de projets extrêmement intéressants, mais qui restent concentrés sur les dynamiques on va pas dire d'éducation nationale, mais de personnes que vous êtes ici, que vous représentez ici, qui sont enseignants. Sachez une chose, c'est que dans ma première vie, j'étais prof. Voilà, je suis enseignant à la base. J'ai changé de métier, je suis allé vers l'entrepreneuriat et j'ai passé ma vie dans l'entrepreneuriat, mais à l'origine, je suis prof d'éducation physique. Voilà, pour tout vous dire. Et ma question, c'est comment on crée de véritables tiers-lieux ouverts, c'est-à-dire, et ça a été posé déjà, qui intègrent les objectifs que vous avez énoncés concernant l'éducation, mais qui s'ouvrent vers l'extérieur réellement. Les associations, mais pas seulement, les entreprises, les organisations. Moi, je vais peut-être reprendre la parole. Je vais peut-être prendre la parole là sur ce coup-là, mais… J'arrête de parler, sinon je vais faire que parler. Je vais effectivement faire la parole et ça n'aura pas d'intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il faut casser. C'est difficile. Les barrières qui existent, elles ne sont pas imposées à qui que ce soit. Elles sont comme ça. C'est compliqué d'ouvrir les portes. Et pourtant, le tiers-lieu, on parle réellement d'espace. On parlait de commun. J'ai un peu de mal avec le jargon, excusez-moi. Hein. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Alors, avant que tu répondes, est-ce que tout le monde… il nous reste une quinzaine de minutes. Ah, pardon. Christophe va répondre à cette question. Ouais. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à lever la main pour qu'on vous donne ensuite la parole. Voilà, mais là, vous m'avez donné la parole, donc j'exprime rapidement. Après, j'arrête là-dessus. C'est une question en tant que président de cet atelier, avec un projet qui s'appelle KidLab. Et KidLab s'adresse aux jeunes. Et l'objectif, ce sont créer des passerelles pour les jeunes, pour les métiers d'avenir. C'est ça mon objectif. Okay. C'est ça, et uniquement ça. Les aider à aller vers des métiers d'avenir, les aider, alors ensemble, évidemment, avec toutes les valeurs qui ont été décrites, mais pas seulement un lab qui est porté par des geeks ou des passionnés, ce qui est très bien, et il le faut, mais qui s'adosse aussi à l'ensemble de l'écosystème social français. Oui, bien sûr. Alors, merci pour la question. Juste, je voulais revenir sur deux notions. La première, je ne suis pas forcément aussi fermé sur tiers-lieu n'est pas égal numérique. Comme je l'ai dit, hein, moi, la définition de tiers-lieu, elle a été portée au début par les Fab Labs dans l'éducation, mais parce que moi, j'avais un Fab Lab, mais au final, on s'est très vite rendu compte que l'intérêt n'est pas dans le numérique, mais l'intérêt est dans plutôt les coopérations et les modes de rencontre et de création d'une communauté. Et là où je vous rejoins, c'est que là, les projets que j'ai présentés, c'est peut-être des projets qui restent éducation nationale, mais je peux vous proposer un autre projet qui va aller dans votre sens. Par exemple, il y a 3 ans, on a fait une affiche avec une découpe laser et une découpe vinyle pour faire une affiche qui permettait de dire aux citoyens d'un quartier populaire de Clichy-sous-Bois de ne plus jeter des déchets par les fenêtres. Et donc, on a fait une grande affiche. On a fait une affiche qui faisait 3 mètres sur 4. Et cette affiche, on l'a construite avec un atelier participatif qui a été monté
par des jeunes du Fab Lab avec des habitants, avec des décideurs publics qui étaient la mairie et avec une association qui s'occupe de la transition du quartier du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois. Et donc là, on est bien dans ce que vous dites, hein, on est bien dans l'impact, avoir une vision autre que l'éducation nationale et faire que l'éducation nationale s'ouvre à son territoire. Et puis là, on a aussi la chose qui est aussi décidée, enfin, qui se décide de plus en plus dans l'éducation nationale, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation nationale a sorti un PIA qui va être présenté demain, donc qui s'appelle le PIA établissement de service. Et c'est la possibilité d'ouvrir les établissements scolaires à d'autres services que juste l'éducation nationale et donc faire en sorte que l'éducation nationale puisse, à l'intérieur de ces lieux, faire tiers-lieu. Et donc, au final, on a bien cette notion de se dire que l'éducation nationale aujourd'hui ne doit pas rester uniquement avec soi-même, mais plutôt s'ouvrir sur le territoire pour qu'on puisse vraiment collaborer avec d'autres dynamiques du territoire et faire que les dynamiques éducation nationale puissent vraiment s'intégrer dans ces associations qui sont nombreuses, ces demandeurs d'emploi. Et je pense que la question numérique, oui, elle est importante, mais elle n'est pas centrale dans le tiers-lieu. En tout cas, il y a d'autres notions de faire tiers-lieu que numérique. Et Angélique ou d'autres nous montrent que le numérique n'est pas forcément central. Ouais, Angélique? Oui, moi j'avais envie de rebondir sur nous, une dynamique qui est très active au travers du tiers-lieu qu'on est en train de développer, c'est la question du mentorat, de créer une relation, une forme de médiation entre le monde scolaire, le monde de la famille et le monde de l'entreprise, et des situations de parrainage, d'accompagnement de jeunes qui peuvent avoir des difficultés parce qu'ils n'ont pas de réseau pour comprendre aujourd'hui quels sont les métiers justement porteurs, comment fonctionne une entreprise, comment est-ce qu'on peut dialoguer quand on fait des choix d'orientation sur les perspectives d'évolution de sa formation scolaire, professionnelle, voire de son insertion professionnelle. Et c'est effectivement intéressant de se dire que ces rencontres, elles puissent se faire aussi en dehors de l'école. Je pense qu'il faut penser aux élèves qui peuvent être en situation de décrochage scolaire ou en tout cas de relations peut-être un peu douloureuses avec l'école, dans le vécu scolaire, et de se dire qu'il y a des espaces dans la ville, dans la vie, qui permettent de rencontrer des acteurs éducatifs, des acteurs du monde économique, et que finalement, ces tiers-lieux, ils ont aussi ce positionnement neutre sur le territoire où il y a une démarche très volontariste, où on peut venir construire aussi ensemble un projet d'avenir qui ne stigmatise pas les individus. On travaille beaucoup sur la question de l'égalité des chances, notamment avec des partenaires associatifs que vous connaissez peut-être. Plusieurs d'entre eux sont implantés à l'échelle nationale, mais je pense à Révèle, par exemple, qui a une action d'accompagnement à destination des filles issues des quartiers prioritaires, ou l'Institut Télémac ou Article 1, de la même manière la mobilisation d'unicité sur toutes ces questions, et l'accompagnement par des acteurs, des tiers, qui ne sont pas ni des enseignants, ni des salariés des entreprises, que peuvent être des étudiants, des volontaires en service civique, et qui se mobilisent aussi pour partager leur expérience et ouvrir leur réseau à ceux qui en auraient le plus besoin. Je vais compléter par là sur le fait qu'au final, c'est. Oui, je vais juste compléter sur la forme de qu'on a bien dit, mais qui, à mon avis, est important de redéfinir. C'est que le tiers-lieu apporte une nouvelle forme d'éducation et un peu un lieu où on va chercher l'éducation autrement qu'avec la classe, et qu'on va avoir une nouvelle forme de collaboration entre élèves. On va avoir plutôt l'apprentissage de pair à pair ou l'apprentissage avec des acteurs hors éducation nationale, ce qui a été très bien dit par Angélique. Et puis nous, en tant que professeurs, ça nous met dans une position vraiment différente. Moi, j'adore arriver dans mon lieu, ne pas travailler du tout le sujet, et arriver avec l'élève et lui dire en fait, je vais être au même niveau que toi sur le sujet, puis on va le travailler ensemble. Et puis on va le développer ensemble,
chercher à travailler ensemble. Et donc, je pense que ça, c'est très, très important de se dire que il y a une nouvelle culture de l'éducation dans ces lieux. Et si on parle bien de tiers-lieux éducatifs, c'est pour une de ces raisons. Merci. Et peut-être juste une mini-phrase pour compléter, et peut-être pas tant qu'une... je ne sais pas si c'est une nouvelle éducation dans ces lieux, parce que les mouvements d'éducation populaire, notamment, existent depuis très, très longtemps. Mais en tout cas, disons que de développer des passerelles entre les lieux où on apprend de façon informelle et que ce soit dans des tiers-lieux ou dans son garage, hein, mais un lieu où on apprend, notamment vis-à-vis des techniques, avec d'autres, on partage des trucs, plus il y a de passerelles aussi entre les lieux formels de l'école et les lieux informels, bah, plus ça facilite aussi que ce soit les élèves, les gens, de trouver des ressources et d'être épanoui aussi dans sa vie et dans son parcours socio-professionnel. Et moi, je vois vraiment un intérêt là-dessus, en fait. C'est qu'on habite tous et toutes des territoires et puis on vit ensemble, on apprend ensemble, on travaille ensemble. Et plus on développe des liens dans ce sens-là, bah, plus ça facilite aussi des réseaux d'entraide et une forme d'émancipation individuelle et collective. Voilà, c'était mon petit mot là-dessus. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou à minima, je vois que certains d'entre vous réagissent sur le chat, des réactions ou des témoignages, parce que j'ai l'impression que vous êtes plusieurs à porter des projets de tiers-lieux ou à être enseignants. Donc, si vous avez des témoignages à partager, n'hésitez pas. Il y avait des questions sur les moyens, sur les gouvernances et des choses comme ça, mais par contre, ça, c'est des questions peut-être qu'on traitera plutôt demain, parce que je pense que demain, il y a beaucoup de présentations qui vont être faites de tiers-lieux et d'autres lieux qui font tiers-lieux soit à l'école, soit hors de l'école. Et c'est vrai que les questions voilà, de gouvernance, de comment on fait, avec qui, quoi, bah, ça, c'est plutôt des questions qu'on va traiter demain. La seule chose qu'on peut dire, c'est que il y a des moyens de trouver des choses dans les écoles, partir par des services civiques, partir sur des assistants pédagogiques ou des assistants qu'on peut transformer. Et puis, il y a la possibilité aussi, quand on est à l'extérieur de l'école, de rentrer assez facilement dans l'école avec ces projets-là et d'avoir cette dynamique, en tout cas, qui est de plus en plus portée et soutenue par les institutions en question. Je vois dans le chat aussi une réaction et peut-être des questions de Julia Léméry. Les portes sont-elles concrètement et si facilement ouvertes, etc. Et notamment en ces temps sanitaires. Donc peut-être que c'est des questions aussi qui vont être abordées demain dans les prochaines rencontres. On n'est pas non plus naïf. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette semaine. C'est pas rose non plus. Il y a des projets de tiers-lieux qui ont été portés par des enseignants qui n'ont pas réussi à se pérenniser, qui ont échoué, faute de soutien, aussi parce que les enseignants ont du mal à être soutenus dans ce type de projet, parce que c'est difficile d'ouvrir l'école à l'extérieur, pour des questions actuellement sanitaires, mais de sécurité aussi habituellement. Donc, c'est des sujets qu'on travaille. On a un groupe de travail sur les tiers-lieux éducatifs, on a identifié ces problématiques et on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale là-dessus. C'est ce pourquoi on les a invités demain. Et l'idée, c'est de voir comment on peut travailler pour lever ces leviers, en fait, ces freins, ou en tout cas accompagner les conditions de réussite des tiers-lieux dans des établissements scolaires. On n'est pas naïf sur ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je sais qu'il ne s'est pas exprimé, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce qui s'est passé du côté de Fabulis, qui était porté par Alexandre Benassar, qui est ici présent, qui a cofondé Tiers-lieux Edu aussi, qui était un Fab Lab dans une école Ulysse, avec des élèves d'Ulysse. Et en fait, le lieu a existé pendant 2-3 ans et ensuite s'est arrêté de fonctionner, faute de soutien de la part de l'établissement et des institutions. Donc, on n'est pas non plus naïf sur ce type de projet. Et à l'inverse… Mais la question que posait Julia, je la trouve super importante parce que c'est vrai qu'au-delà des considérations sanitaires, etc., qui évidemment sont des freins et nous, ici à Nantes, on
on se démène pour essayer de faire reconnaître aussi du coup, le caractère un peu de première nécessité d'avoir des lieux pour se rassembler, réparer des objets et puis pouvoir apprendre à utiliser aussi les outils numériques parce que comme on le voit aujourd'hui, hein, on est en visio et c'est pas la première ni la dernière qu'on va vivre là. Et comment dire, au-delà de ce contexte sanitaire-là, c'était une vraie question des écoles au démarrage du projet de tiers-lieu et de coopération. C'était, chez moi, c'est compliqué d'organiser ça, non seulement parce que peut-être j'ai pas la place, j'ai pas les outils, mais en plus, je veux que mes étudiants, mes élèves rencontrent d'autres personnes. Et c'est pas facile de faire forcément rentrer des personnes extérieures à l'école sur le temps scolaire. En groupe en tout cas. Donc du coup, de venir au sein du lieu, c'était une ouverture vers l'extérieur et du coup, ça devenait beaucoup plus facile pour pouvoir croiser d'autres personnes, d'autres étudiants, d'autres établissements aussi et potentiellement des lycéens. Par exemple, si je reprends l'exemple du lycée avec lequel on collabore souvent, là, le lycée Livette, des lycéennes et des lycéens du lycée Livette qui rencontrent des étudiants en école de design ou en école d'architecture, et puis des retraités et des gens de tous horizons. Et c'est vrai qu'en ça, les tiers-lieux, entre guillemets, associatifs ont été et sont, je pense, une passerelle possible, ou en tout cas des espèces de hubs où on peut se connecter entre plusieurs structures plus facilement que peut-être selon les contextes au sein des établissements. Bien. Je vous propose qu'on s'arrête là pour respecter notre timing. Ouais. Ce n'est pas toujours le cas, on va essayer. Merci à tous d'avoir participé à ce temps, d'être restés pendant 1h30 avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur l'adresse Contact France Tiers-Lieux ou plus largement sur le forum des tiers-lieux ou de tiers-lieux édu. N'hésitez pas sur nos 2 forums. On a 2 forums. Donc, il y a un forum France Tiers-Lieux qui est beaucoup plus large. Et puis, le forum Tiers-Lieux édu qui sera un peu plus sur les questions d'éducation, mais qui peuvent se retrouver très bien aussi sur France Tiers-Lieux et sur lequel on est très agile pour se transférer les questions. Un jour, on travaillera à la fusion des 2 forums. Pour l'instant, on n'a pas encore… Bien sûr. On va y arriver. Merci à tous. Bonne journée.